Les cheveux grisonnants et l'air sévère, l'officier Prilet se tenait devant sa plaque. Son partenaire, Mitchum, plus mince, plus jeune et plus tendu, restait légèrement en retrait. Une écharpe était brodée sur son uniforme, dont l'insigne reflétait la lumière. « Madame, je veux que vous sortiez du véhicule, » dit Mitchum sans préambule. Son ton était déjà tranchant, agressif. Adrienne garda sa voix calme et respectueuse. « Puis-je vous demander pourquoi on m'arrête ? Je respectais la limitation de vitesse. » J'ai dit, « Sortez du véhicule », répéta Mitchum, sa main dérivant vers son étui, un geste de menace indubitable. Ne compliquez pas les choses. Monsieur, répondit Adrienne d'un ton ferme, j'aimerais comprendre la raison de l'arrêt. Nous avons reçu des signalements concernant un véhicule volé correspondant à cette description, intervint Prilet. Sa voix manquait d'autorité, presque d'excuse. Une berline argentée, conduite par une femme noire. Adrienne ressentit la douleur familière de l'injustice, mais son visage resta neutre. Agent, c'est une voiture de location. J'ai tous les documents. Elle attrapa lentement son sac à main. Mitchum s'approcha, braquant sa lampe de poche directement sur son visage. Très lentement, et garde tes mains là où je peux les voir. D'un geste prudent et posé, Adrienne récupéra son permis de conduire, sa carte militaire et son contrat de location. Elle les tendit par la fenêtre d'une main ferme. Mitchum jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de les remettre à Prilet. C'est écrit ici, militaire, dit doucement Prilet. Ouest. Irak. Reya, ajouta Adrienne. La voix de Mitchum aboya. Sortez du véhicule, madame. Tout de suite. Agent Mitchum, dit-elle d'un ton ferme et inébranlable, je suis le lieutenant-général Adrienne Blake, de l'armée américaine. Ces documents attestent de mon identité. Mitchum laissa échapper un rire amer. Général ? Vous ? Il se tourna vers Prilet avec un sourire moqueur. Vous y croyez ? Oprah, ici, se prend pour quelqu'un de spécial. Adrienne sortit lentement de la voiture, gardant sa dignité malgré l'humiliation croissante. Agent, il y a clairement eu un malentendu, a-t-elle poursuivi. Si vous pouviez juste vérifier mes références. Tourne-toi, ordonna Mitchum, les mains derrière le dos. Ça ne sert à rien, murmura Adrienne pour elle-même, mais elle obéit. Les menottes se refermèrent brusquement, l'acier froid mordant ses poignets. Je me suis identifié comme officier de l'armée américaine, a-t-elle déclaré, je demande à contacter mon commandant. Ouais, général Oprah, marmonna Mitchum, visiblement ravi par la cruauté. Vous allez rester tranquille. On réglera ça au poste. De l'autre côté de la route, partiellement caché par un bosquet, un jeune homme noir nommé Darnell Washington observait la scène. Il venait de terminer son service à la caserne et rentrait chez lui lorsque le tumulte attira son attention. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang, une femme noire, calme et coopérative, était menottée et humiliée par deux officiers blancs. Darnell a sorti son téléphone, les mains tremblantes de rage et de peur, et a commencé à enregistrer. Il avait grandi à Ashwood. Il connaissait les histoires. Il savait ce qui arrivait aux gens qui lui ressemblaient lorsqu'ils franchissaient des lignes invisibles. Et, cria Mitchum en remarquant la lueur du téléphone, « Petit, qu'est-ce que tu crois faire ?»« Je rentre à la maison, monsieur, » répondit Darnell en essayant de calmer sa voix. « Viens ici. » Maintenant. Darnell s'approcha, tout en continuant à enregistrer. Je ne faisais rien de mal. Mitchum lui arracha le téléphone des mains et l'examina. Tu nous enregistres ? J'ai le droit de. Le téléphone heurta l'asphalte avec un craquement aigu et esséurant tandis que Mitchum le claquait au sol et l'écrasait sous sa lourde botte. Oups, ricana Teil, les accidents arrivent. Sors d'ici avant d'avoir ton propre accident. Darnell baissa les yeux vers les débris de son téléphone, puis leva les yeux vers Adrienne. Elle croisa son regard d'un air qui semblait dire « Souviens-toi de ça ». Il fit un signe de tête subtil, se retourna et disparut dans l'obscurité. Alors qu'Adrienne était chargée à l'arrière de la voiture de patrouille, elle a activé la fonction d'urgence de sa montre connectée militaire. L'appareil a envoyé un signal crypté directement au centre de communication d'urgence du Pentagone, un protocole réservé aux officiers supérieurs en situation extrême. Le trajet jusqu'à la gare s'est déroulé dans le calme, le seul bruit étant le crépitement de la radio de la police. Adrienne regardait par la fenêtre. Les rues familières de sa ville natale lui étaient devenues étrangères et hostiles.
L'ironie était cruelle. Elle avait servi son pays dans certaines des zones de guerre les plus dangereuses du monde, pour finalement être traitée comme une criminelle là même où elle avait appris à aimer l'Amérique. Au Pentagone, l'alerte d'urgence a immédiatement déclenché les alarmes. La colonelle Sarah Martinez, officier de permanence au centre de communication, fixait son écran, incrédule. Le signal indiquait un code noir à un officier de haut rang en danger immédiat. Elle a décroché le téléphone avec urgence. « Monsieur, nous avons reçu un signal de code noir du lieutenant-général Blake », a-t-elle rapporté. Le général Arlon Reyes leva les yeux de son bureau, où il examinait les rapports de renseignement. « Adrienne Blake ? D'où vient le signal ? » Géorgie, monsieur. Une petite ville appelée Ashwood. Le signal a été coupé après la première rafale. Mettez-moi en contact avec le major Marks, ordonna Reyes, anticipant déjà le pire. Si Adrienne Blake est en difficulté, nous réagissons avec tout ce que nous avons. Le major Owen Marks examinait les rapports après action lorsque son téléphone a sonné. Escadron Phoenix. Salle de conférence. Maintenant. Il n'a pas hésité. Marks avait servi sous les ordres d'Adrienne Blake en Afghanistan. Elle l'avait sorti d'un UMV en feu après une attaque à l'engin explosif improvisé. Il lui devait la vie. Si elle était en difficulté, il remuerait ciel et terre pour l'aider. Au poste de police de Ashwood, Adrienne a été délibérément humiliée. L'officier Sandy Gibson, le sergent de la réception, a à peine levé les yeux lorsque Mitchum a remis les papiers. « Quel est le prix à payer » demanda Gibson d'un ton ennuyé. Suspicion de vol de voiture. Résistance à l'arrestation. Refus de coopérer à une enquête légale, a énuméré Mitchum. Adrienne n'a rien dit pendant qu'il prenait ses empreintes digitales et sa photo d'identité. D'autres officiers se tenaient à proximité, faisant des blagues juste assez fort pour qu'elle les entende. On dirait que quelqu'un a pensé qu'elle était trop bonne pour un simple contrôle routier, a déclaré l'un d'eux. Elle pense probablement qu'elle est une sorte de PDG ou quelque chose comme ça, a ajouté un autre. Ils l'ont placée dans une cellule de détention qui empestait l'eau de javel et le désespoir. Un doux bourdonnement de blues résonnait à la radio, bande-son obsédante de sa disgrâce. Adrienne s'assit sur les 3 bancs et ferma les yeux, concentrant sa respiration comme elle le faisait lors d'un entraînement de survie. Elle refusait de leur céder son esprit. Elle se souvenait de qui elle était. Elle avait servi son pays avec honneur pendant 27 ans, commandé des milliers de soldats et gagné le respect des généraux et des présidents. Aucun fanatique de petite ville ne pouvait lui enlever cela. Elle jeta un coup d'œil à sa montre connectée. « Ils arrivent » murmura-t-elle. À des kilomètres de là, le général Reyes montait à bord d'un avion militaire, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de détermination. Personne n'a traité l'un d'entre eux que sont les officiers EMSA. Le vol vers la Géorgie prendrait moins de 2 heures, mais chaque minute semble durer une éternité. Il se souvenait de ce jour en Afghanistan. Octobre 2018. L'air était raréfié et froid dans les montagnes, mais Adrienne Blake l'avait à peine remarqué. Sa concentration était totale, extraire les soldats blessés d'une embuscade des talibans qui avait mal tourné. Le souvenir s'est déroulé avec force détail alors qu'elle était assise seule dans la cellule de détention. Elle était autrefois colonel et dirigeait une unité d'opération spéciale en territoire hostile lorsqu'un appel de détresse a été reçu. Un convoi avait été touché par un engin explosif improvisé, suivi de tirs coordonnés d'armes légères. Il y avait eu de nombreuses victimes, dont certaines grièvement. Base Phoenix, ici Eagle Sea, avait-elle transmis au quartier général. Nous sommes en déplacement pour apporter notre aide. Arrivée prévue dans 20 minutes. Son équipe avait réagi avec une précision bien rodée, manœuvrant à travers un terrain rocheux, supprimant les tirs ennemis et créant un couloir d'extraction. C'est à ce moment-là qu'elle l'a trouvé, un jeune major, coincé sous un véhicule accidenté, la jambe écrasée et saignant abondamment. « Reste avec moi, soldat », avait-elle dit, s'efforçant rapidement de le stabiliser tandis que les balles hurlaient au-dessus de sa tête. « Quel est ton nom ?»« Marks, madame. » Owen Marks, avait-il haleté, les dents serrées contre la douleur. « Eh bien, Major Marks, ce n'est pas votre jour de mourir. » Elle l'avait porté elle-même jusqu'au point d'extraction, refusant de laisser quelqu'un d'autre prendre le fardeau, même alors que la fusillade faisait rage autour d'eux. Owen avait survécu, s'était complètement rétabli, depuis, leur chemin s'était croisé à maintes reprises. Il avait gravi les échelons jusqu'à devenir l'un des agents de renseignement les plus fiables du Pentagone, mais il n'avait jamais oublié sa dette envers Adrienne Blake.
Désormais, dans le centre de communication sécurisé du Pentagone, Owen était déterminé à rembourser cette dette avec tout ce qu'il avait. « Monsieur, je n'ai rien dans les bases de données publiques », rapporta-t-il au général Reyes par liaison vidéo sécurisée. Le général, toujours en plein vol, serra les mâchoires, saisi d'une fureur contenue. Pas de casier judiciaire? Rien. Aucune information sur l'arrestation non plus. Elle n'a pas encore été traitée, ou quelqu'un la garde secrète. Et la couverture satellite, a demandé Reyes. J'accède aux ressources de surveillance du ministère de la Défense. Une petite ville comme Ashwood ne devrait pas être difficile à cartographier. Les doigts d'Owen volaient sur le clavier, appelant des ressources classifiées dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. « Monsieur, je vois la voiture de location. Elle est au commissariat. Localisation confirmée. Cela confirme sa détention. Et le fait qu'elle ait activé le code noir nous dit tout ce que nous devons savoir. » De retour à Ashwood, Adrienne était surveillée par quelqu'un d'inattendu. L'agent Nia Tucker était en service lorsque la femme a été amenée. Quelque chose dans toute cette situation la déstabilisait. Nia était nouvelle dans la police, à peine sortie de l'académie depuis 6 mois, mais elle avait grandi à Ashwood. Elle connaissait la différence entre un vrai travail de police et le harcèlement. Elle avait remarqué l'allure militaire de la femme, la façon dont elle se comportait avec calme et dignité, même menottée. Plus important encore, Nia avait vu les tatouages. Lors de l'admission, elle avait repéré des insignes militaires tatoués sur le bras de la femme, pas ceux que portent les aspirants militaires, mais les marques nettes et professionnelles de quelqu'un qui avait vraiment servi. Il y avait un badge de rangée de l'armée, un emblème des forces spéciales et ce qui semblait être des rubans de campagne de plusieurs déploiements. « Adam » hurla Tucker, appelant l'agent Mitchum depuis la salle de repos où lui et Sharp plaisantaient avec d'autres agents. « Viens ici 1 minute. » Nia s'approcha prudemment. Elle avait appris à se méfier des sautes d'humeur de Mitchum, surtout lorsqu'il était satisfait de lui-même. « Tu vois cette femme qu'on a amenée » demanda Mitchum en désignant la zone de détention avec sa tasse de café. « C'est ce qui arrive quand les gens se croient meilleurs que nous. » Il continua, assez fort pour que les autres l'entendent. « Ils pensent qu'ils peuvent se promener dans des voitures volées et s'en prendre aux policiers. »« Monsieur, ces papiers semblaient en règle, » répondit Nia avec prudence. Et elle a coopéré pendant le traitement. Sharp parut mal à l'aise, mais garda le silence. Plusieurs autres policiers acquiescèrent avec Mitchum, mais Nia remarqua qu'aucun d'eux n'était présent lors de l'arrestation. « On peut falsifier des documents » ricana Mitchum. « Le fait est que nous avons remis quelqu'un à sa place ce soir. Nous avons envoyé un message. » La conversation a suffisamment perturbé Nia pour qu'elle trouve une raison de passer devant les cellules de détention plus tard dans son service. La femme, qui s'était présentée comme le général Blake, était parfaitement immobile sur le banc. Sa posture était droite, presque formelle, malgré le vide et l'inconfort. Leurs regards se croisèrent et, pendant cette brève seconde, Nia vit quelque chose qui lui serra la poitrine. C'était le même regard que son grand-père avait autrefois, l'expression solennelle et inébranlable d'un vétéran. Le regard de quelqu'un qui avait porté un poids que la plupart ne comprendraient jamais. Quoi que soit cette femme, elle était l'une d'entre elles. Et la situation devenait de plus en plus compliquée d'heure en heure. Au niveau de l'État, la chef Barbara Stroud du département de police d'Ashwood recevait des appels de plus en plus urgents de fonctionnaires qui, normalement, n'accorderaient jamais une seconde attention à son département. Ici le chef Stroud. Chef adjoint Hamilton, bureau du gouverneur, dit la voix sur la ligne sécurisée. Nous recevons des demandes de renseignements concernant une arrestation effectuée par votre service ce soir. Pouvez-vous clarifier la situation ? Stroud, un officier chevronné qui avait gravi les échelons autant grâce à son sens politique qu'à ses compétences en matière d'application de la loi, choisissait ses mots avec soin. Nous avons effectué un contrôle routier de routine, qui a dégénéré lorsque le suspect a refusé de coopérer. La procédure habituelle a été suivie. Le suspect prétend être un général de l'armée américaine. Oui, c'est vrai. On reçoit toutes sortes de cas, des personnes en détresse, des personnes souffrant de troubles mentaux, des personnes sous l'emprise de drogue, des fugitifs cherchant à éviter les mandats d'arrêt. Mes agents ont respecté le protocole. Je vois, dit le fonctionnaire. Bon, gardez le silence pour l'instant. Nous ne voulons pas attirer inutilement l'attention des forces de l'ordre local. Ce que Stroud n'a pas mentionné, c'est qu'elle avait déjà reçu 3 appels du Pentagone, tous plus intenses les uns que les autres. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette arrestation,
et son instinct lui disait qu'une tempête arrivait. À des kilomètres de là, dans un appartement exigu d'Arnell, Darnell Washington découvrait que son téléphone cassé n'était peut-être pas la fin de l'histoire. Son ami Marcus, étudiant en technologie au collège communautaire, avait récupéré la carte mémoire du téléphone. « Mec, tu vas pas y croire, » dit Marcus, penché sur son ordinateur portable. Ton téléphone sauvegardait les données sur le cloud en temps réel. La vidéo, tout est là. Darnell regardait, les yeux écarquillés. Les images étaient granuleuses, mais le son était inimitable. Plus important encore, elle montrait la femme menottée, calme, posée et ne résistant clairement pas. « Nous devons faire quelque chose avec ça », a déclaré Darnell. « Je m'y mets déjà », répondit Marcus, les doigts dansant sur le clavier. « Je le poste sur toutes les plateformes possibles, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que je veux. » La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre, repartagée par des comptes sur tous les principaux réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo a été vue des milliers de fois, malgré le fait que personne ne connaissait encore l'identité de la femme menottée. De retour au Pentagone, Owen faisait des découvertes inquiétantes. Ses contacts en cybersécurité venaient de confirmer quelque chose qui le glaçait. Les images de vidéosurveillance du département de police d'Ashwood de cette soirée avaient été effacées toutes. Pas seulement celle de l'arrestation. Ce n'est pas un hasard, rapporta Owen au général Reyes, qui avait atterri sur un aérodrome militaire près d'Atlanta et se dirigeait maintenant vers Ashwood dans un véhicule banalisé. Quelqu'un doté de connaissances techniques a délibérément effacé leur serveur. Combien de temps cela prendrait-il, demanda Reyes. Avec le bon accès et les bons outils? Peut-être 30 minutes. Mais monsieur, il y a autre chose. Owen hésita, puis poursuivit. J'ai vérifié les antécédents des policiers qui ont procédé à l'arrestation. Mitchum a un historique, 3 plaintes pour usage excessif de la force au cours des 5 dernières années. Toutes classées sans suite. Et ses comptes sur les réseaux sociaux, ils sont inquiétants. En quoi est-ce inquiétant, demanda le général, la voix devenant plus aiguë. Proche du nationalisme blanc. Rien de manifestement criminel, mais il suit des comptes qui promeuvent des théories du complot racial. Il était également actif sur des forums traitant des menaces urbaines et du maintien de l'ordre paramilitaire. Les jointures du général Reyes blanchirent tandis qu'il serrait le volant. L'image se précisait et c'était bien pire qu'il ne l'avait craint. Au commissariat, la garde de nuit touchait à sa fin, mais la tension flottait dans l'air, comme avant la tempête. La nouvelle s'était répandue, les appels des autorités fédérales et étatiques affluaient, posant tous des questions sur l'arrestation de la nuit. Le chef Stroud était arrivé en personne, un geste rare pour ce qui devait être une interpellation de routine. Elle s'était entretenue en privé avec les agents Mitchum et Sharp, puis avait passé du temps à examiner les documents. Elle s'était ensuite adressée aux agents de service. Il semble y avoir des irrégularités dans les documents, a-t-elle déclaré d'un ton sec. Je demande à chacun d'être très prudent quant à ses déclarations concernant les événements de ce soir. Toute demande de renseignement des médias doit m'être adressée personnellement. Gatuke sentit son estomac se nouer. D'après sa courte expérience, ce genre d'avertissement signifiait généralement que quelqu'un avait commis une bêtise incroyable. Vers 3 heures du matin, un appel téléphonique discret est arrivé d'une personne du bureau du procureur général de l'État. La conversation a été brève et codée, mais le message était sans équivoque. La femme devait être libérée. Immédiatement. Discrètement. Stroud raccrocha et fixa le mur pendant un long moment. Puis, sans un mot, elle se dirigea vers la zone de détention. « Madame, vous pouvez partir », dit-elle à travers les barreaux. « Votre véhicule est garé sur le parking. » Adrienne se leva lentement, sa posture inébranlable, sa dignité intacte malgré l'humiliation qu'elle avait subie. « Suis-je accusé de quelque chose ? » Aucune accusation n'a été portée pour le moment. Je vois. Sa voix était calme, froide. Stroud lui tendit un petit sac en plastique contenant le portefeuille, les clés et la montre d'Adrienne. Tout est comptabilisé. Adrienne vérifia soigneusement le contenu, puis croisa le regard du chef. Pas d'excuses, madame. Les procédures ont été respectées. Vous êtes libre de partir. Alors qu'Adrienne se dirigeait vers la sortie, elle passa devant la salle de repos. Plusieurs policiers y étaient assis dans un silence tendu et inconfortable. Mitchum était introuvable, mais Sharp croisa son regard un bref instant avant de détourner rapidement le regard. Dehors,
la tempête avait déjà commencé. La nouvelle de la vidéo virale avait atteint les médias locaux. 3/4 de reportages et une petite foule de manifestants s'étaient rassemblés, interpellés tard dans la nuit par un appel sur les réseaux sociaux. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les journalistes ont lancé des questions. Mais Adrienne ne répondit pas. Elle se dirigea vers sa voiture de location avec une grâce calme et posée, démarra le moteur et disparut dans l'obscurité qui précédait l'aube. 20 minutes plus tard, elle arrivait dans l'allée de sa sœur. Tous les phares étaient allumés. Tania et Autumn se précipitèrent dehors avant même qu'elle n'éteigne le moteur. « Oh mon Dieu !» s'écria Tania, le visage ruisselant de larmes. On était tellement inquiets. On a vu la vidéo en ligne, et puis les infos ont annoncé que tu avais été arrêté. Autumn la serra fort dans ses bras et ne la lâcha pas. « Tu vas bien? Ils t'ont fait mal ?» Adrienne serra sa nièce dans ses bras, la fureur et l'humiliation de la nuit se transformant lentement en quelque chose d'autre, quelque chose de plus aigu. Détermination. « Je vais bien, dit-elle doucement. Mais ce n'était pas à propos de moi, mon chéri. C'est la suite qui compte. » Au loin, le vrombissement sourd des hélicoptères résonnait à Ashwood. Le général Reyes était à 5 minutes de là, et il emmenait avec lui toute l'armée américaine. La petite ville qui avait tenté d'humilier un général était sur le point de découvrir exactement qui ils avaient trahi. Le lendemain de la libération d'Adrienne, la chef Barbara Stroud se tenait derrière un pupitre dans l'immeuble municipal d'Ashwood. La salle était pleine à craquer. Les appareils photos sifflaient comme des éclairs. Elle avait convoqué la conférence de presse dans une tentative désespérée de contrôler l'affaire avant qu'elle ne dérape. « Mesdames et messieurs, je souhaite revenir sur les événements d'hier soir », commença-t-elle d'une voix ferme et exercée. Le service de police d'Ashwood a procédé à un contrôle routier de routine suite à un signalement de véhicule volé correspondant à la description du véhicule en question. Les procédures habituelles ont été respectées tout au long de l'intervention. Une journaliste d'Atlanta a levé la main. « Chef Stroud, la vidéo virale montre ce qui semble être l'arrestation inutile d'un individu coopératif. Comment réagissez-vous aux accusations de profilage racial ?» L'expression de Stroud n'a pas changé. La vidéo à laquelle vous faites référence ne montre qu'une partie de l'entretien. La personne en question a été libérée après vérification de son identité. Nous considérons cette affaire comme close. Mais qu'en est-il des rapports selon lesquels la femme arrêtée était en fait un général de l'armée américaine? Je ne peux pas commenter l'identité des personnes impliquées dans les enquêtes en cours, a-t-elle déclaré froidement. Ce que je peux dire, c'est que ce service traite tous les citoyens sur un pied d'égalité, quel que soit leur statut ou leur origine. Le mot « présumé » avait été soigneusement choisi, une tentative délibérée de semer le doute sur les références d'Adrienne. Stroud répondit à quelques questions supplémentaires, puis mit fin à la conférence brusquement. Mais le mal était déjà fait. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation face à son ton, à ses esquives, à son refus de reconnaître un quelconque acte répréhensible. Plus tard dans la matinée, une berline noire immatriculée au nom du gouvernement s'est arrêtée devant la maison de Tania. Le maire adjoint Richard en est sorti, redressant nerveusement sa cravate. Politicien de carrière, habitué depuis toujours à éviter la controverse, il savait que l'incident allait exploser. Tania ouvrit la porte, son soupçon était évident. « Puis-je vous aider ? » ?»« Madame, je suis l'adjoint au maire. J'espérais parler à votre sœur du malheureux incident d'hier soir. » Adrienne apparut derrière elle, son expression indéchiffrable. « Je suis le général Blake. Que puis-je faire pour vous ?» Et bougea mal à l'aise sous son regard. « Général, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer mes plus sincères condoléances pour ce qui s'est passé. Il y a eu un terrible malentendu. La ville souhaite que les choses s'arrangent. »« Et comment comptez-vous faire cela exactement ?» demanda Adrienne. « Nous sommes prêts à présenter des excuses officielles au nom de la ville, à veiller à ce que les agents impliqués reçoivent une formation complémentaire, et nous serions disposés à discuter d'une compensation pour la gêne occasionnée. » Adrienne l'étudia en silence pendant plusieurs longues secondes. « Laisse-moi bien comprendre, dit-elle. Tu veux que j'accepte des excuses et de l'argent, et en échange, que je disparaisse comme si de rien n'était? Je ne le dirai pas tout à fait comme ça. Mais je le ferai, dit-elle. Je porte cet uniforme depuis 27 ans. J'ai servi mon pays dans des zones de guerre partout dans le monde. Je n'ai pas fait tout cela juste pour rentrer chez moi et être traité comme un criminel dans ma propre ville. » Sa voix restait calme, mais elle était d'une force d'acier inébranlable, inflexible.
Cela ne finirait pas tranquillement. Adrienne savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, elle appela un ancien contact, Jeremy Cole, un avocat spécialisé dans les droits civiques connu pour s'occuper de dossiers que d'autres n'oseraient pas aborder. Cole avait un passé compliqué. Il avait autrefois représenté de puissantes entreprises avant qu'une crise de conscience ne le conduise sur une voie bien différente, défendre la justice plutôt que le profit. « Général Blake », dit Cole en répondant, « j'ai suivi votre affaire aux informations. » « Quelle histoire !»« J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, » dit Adrienne. « Jéremia, ça t'intéresse ?»« Je vais être honnête avec toi, » répondit Cole d'un ton grave. « Ils vont te foncer dessus avec tous leurs moyens. Ce n'est plus juste un contrôle routier. Tu es devenu un symbole, et les symboles rendent les puissants nerveux. »« Eh bien, » répondit Adrienne d'une voix ferme, « il est peut-être temps que certaines personnes deviennent nerveuses. » Cole a accepté de la rencontrer le lendemain, mais il n'a pas édulcoré ce qu'il attendait. « Ils essaieront de vous enterrer, général. Soyez prêts. » Pendant ce temps, l'histoire se répandait comme une traînée de poudre à travers le pays. Les utilisateurs des réseaux sociaux avaient déjà identifié Adrienne grâce à des sites web militaires et des articles relatant ses services distingués. Un hashtag était né, DS Justice pour le général. Cela a rapidement pris de l'ampleur. Le soutien a afflué de partout. Des organisations d'anciens combattants noirs ont publié des déclarations publiques de soutien. Des familles de militaires ont témoigné de leurs propres expériences douloureuses de discrimination. Mais les réactions n'étaient pas toutes encourageantes. Les forums et sites web d'extrême droite ont commencé à élaborer des contre-discours. Ils ont présenté Adrienne comme une conspiratrice, participant à une opération de l'État profond visant à saper les forces de l'ordre local. Au commissariat d'Ashwood, la tension était palpable. L'agente Nia Tucker avait suivi discrètement l'effervescence médiatique. Pendant le déjeuner, elle a fouillé le dossier militaire d'Adrienne, et ses découvertes l'ont mise mal à l'aise. Puis vint le moment qui transforma son malaise en horreur. « Je vous le dis, on a envoyé exactement le bon message », a dit l'agent Mitchum d'un ton décontracté à un groupe d'agents dans la salle de repos. Ces prétentieux devraient comprendre que leurs titres pompeux ne veulent rien dire dans la vraie vie. « Ray, tu devrais peut-être baisser la voix », marmonna l'agent Davis en regardant nerveusement autour de lui. « Pourquoi ? On a juste fait notre boulot. Ces élites pensent qu'elles peuvent se promener dans notre ville comme si elle leur appartenait. Ce n'est pas possible. » Murmura Nia pour elle-même, son instinct prenant le dessus. Doucement, elle activa l'enregistreur de son téléphone, les mains tremblantes. Ce n'était pas juste un contrôle routier, pensa-t-elle. C'était autre chose, ciblé, calculé. Le chef nous soutient, poursuivit Mitchum avec une assurance glaçante. Elle sait ce qui s'est réellement passé. Parfois, il faut rappeler aux gens que les badges ont encore une signification. La conversation a dégénéré en remarques plus incendiaires. Mitchum a ouvertement parlé envoyé des messages, à l'élite prétentieuse. Nia a tout enregistré, chaque mot attisant son dégoût grandissant. Cette nuit-là, elle a envoyé le fichier audio par courrier électronique à Sarah Williams, sa colocataire d'université, aujourd'hui journaliste d'investigation pour la Constitution d'Atlanta. Le message était bref mais urgent. « Sarah, il faut que tu entendes ça. Les gens doivent savoir ce qui s'est réellement passé. » Tandis que Nia documentait la corruption au sein de son département, le major Owen Marks découvrait quelque chose d'encore plus inquiétant au Pentagone. Son équipe de cybersécurité avait découvert des liens entre l'agent Mitchum et des communautés extrémistes connues en ligne. « Monsieur, vous devez voir ceci », dit Owen au général Reyes, en plaçant une pile de rapports sur son bureau. Mitchum avait été actif sur un site affilié à un groupe de milices appelé la chaîne de fer. Des dizaines de publications ont révélé un modèle, des appels à cibler des individus de haut niveau considérés comme des menaces pour les valeurs traditionnelles. « Qu'est-ce que tu veux dire par cible » demanda Reyes. « Harcèlement coordonné. Pression financière. Ce qu'on appelle la justice de rue », répondit Owen d'un ton sombre. Reyes étudia les captures d'écran, l'inquiétude grandissant. Il devint clair, ce n'était pas un hasard. « Non, monsieur, ce n'était pas le cas », confirma Owen. « J'ai retracé l'activité de Mitchum sur Internet. Il a enquêté sur le général Blake et ses liens avec Ashwood des semaines avant son arrivée. Il savait qu'elle viendrait. Il ne s'agissait pas d'un contrôle au faciès lors d'un contrôle de routine, mais d'une embuscade préméditée. « Donnez-moi tout ce qu'il faut sur ce groupe », ordonna Reyes.
Les dossiers financiers. La liste des membres. Les communications. Je veux savoir jusqu'où ça va et qui d'autre est impliqué. Tandis qu'Owen approfondissait son enquête, Adrienne se préparait à un moment crucial, sa première grande apparition médiatique. Elle avait accepté une interview avec Anderson Cooper sur CNN, malgré les avertissements selon lesquels une telle révélation pourrait aggraver la situation. Mais Adrienne sentait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. L'interview a eu lieu par satellite depuis un studio d'Atlanta. Adrienne était assise, posée, sereine comme toujours. Cooper a commencé par des questions directes sur son arrestation. Mais les réponses d'Adrienne ont propulsé la conversation vers un sujet plus vaste, une urgence. Il ne s'agit pas seulement de moi, a-t-elle déclaré en fixant l'objectif. Il s'agit d'un système qui permet aux personnes au pouvoir d'abuser de leur pouvoir, en fonction de leurs préjugés. J'ai prêté serment de défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et nationaux, a-t-elle poursuivi. Ce serment n'expire pas simplement parce que je porte des vêtements civils dans ma ville natale. Cooper se pencha. Certains critiques disent que vous utilisez votre rang pour exiger un traitement spécial, a-t-il déclaré. Je n'ai jamais demandé de traitement de faveur, a répondu Adrienne. J'ai demandé l'égalité de traitement, celle que tout citoyen mérite lorsqu'il est arrêté sans raison valable. Sa voix restait calme, mais ses mots pesaient lourd. Si tenir les forces de l'ordre responsables de la violation de leur serment est considéré comme un « traitement spécial », alors nous avons un problème bien plus grave qu'un simple contrôle routier en Géorgie. L'interview est devenue virale en quelques heures. Le fonds de défense juridique récemment lancé par Jeremy Cole a explosé en termes de dons. Des familles de militaires, des associations de défense des droits civiques et des Américains ordinaires ont contribué à hauteur de plusieurs millions dès la première semaine. Mais la réaction a été rapide. Les médias de droite ont commencé à attaquer le service militaire d'Adrienne, véhiculant des théories du complot sans fondement. Les menaces en ligne ont dégénéré en un danger réel. Tania, la sœur d'Adrienne, a dû fermer temporairement son école. Autumn, son jeune frère, a renforcé la sécurité de son université. La situation a atteint son point de rupture lorsque la maison de Nia Tucker a été vandalisée en pleine nuit. Elle fut réveillée par l'odeur âcre de la fumée et se précipita à la fenêtre. Une croix en bois de 2 mètres de haut brûlait sur sa pelouse. Des graffitis racistes, insultants et haineux, s'étalaient sur la porte de son garage. Son frère, Marcus, mécanicien de nuit dans un garage local, arriva juste au moment où les pompiers s'occupaient de réparer les restes calcinés de la croix. Son visage était pâle de fureur et d'effroi. « Gia, tu dois quitter ce travail et quitter la ville, » dit-il, la voix crispée par la peur et la colère. Ces gens ne jouent pas. Mais la réponse de Nia l'a pris au dépourvu. Non, Marcus. Je ne m'enfuis pas. Si j'abandonne maintenant, il gagnera, et je ne les laisserai pas gagner. Au lieu de reculer, elle prit son téléphone et appela directement Adrienne pour lui demander un rendez-vous privé. Elles se retrouvèrent dans un petit café d'un comté voisin, loin des regards indiscrets de Ashwood. Général Blake, je dois vous dire quelque chose, dit Nia d'une voix basse mais résolue, en glissant une enveloppe de manille sur la table. Ce qui vous est arrivé n'était pas un accident. C'était planifié. Adrienne ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des transcriptions de conversations enregistrées et des captures d'écran d'activités en ligne des fuites que Mitchum Cohen avait partagées par des canaux secrets. Agent, dit doucement Adrienne en parcourant les pages du regard. Il a fallu du courage. Êtes-vous prêt pour la suite? Gia hocha la tête, même si ses mains tremblaient légèrement. Mon grand-père a combattu au Vietnam. Il me disait, parfois, il faut se lever, même quand on a peur. Surtout quand on a peur. Alors nous nous levons ensemble, répondit Adrienne. La salle de conférence exécutive du Pentagone avait été le théâtre de nombreuses réunions de crise, mais ce jour-là, la tension était particulièrement vive. Adrienne était assise face à un panel de hauts responsables militaires, leurs expressions soigneusement indéchiffrables. Le général Patricia Morrison, chef d'état-major de l'armée, a dirigé l'interrogatoire. Général Blake, nous devons discuter des implications de votre situation actuelle. Plusieurs membres du Congrès s'inquiètent de l'implication d'officiers militaires dans des controverses liées au maintien de l'ordre public. Adrienne garda un ton calme. Madame, j'ai été arrêté alors que j'étais en permission, dans ma ville natale. Je n'ai pas cherché cette confrontation. Morrison a insisté davantage. Cependant,
la situation est complexe. Certains disent que votre réaction était disproportionnée par rapport à l'incident. Le sang-froid d'Adrienne se brisa, juste légèrement. Madame, j'ai été menotté et humilié par des policiers qui m'ont pris pour cible en raison de mon origine ethnique et de mon statut. Les preuves montrent qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle aléatoire, mais d'une attaque coordonnée. Le général David Harrison, un vétéran décoré de 3 guerres et quelqu'un qu'Adrienne avait autrefois considéré comme un allié, se pencha en avant. Adrienne, nous respectons tous vos états de service. Mais cette situation crée des tensions entre les forces de l'ordre militaire et civil. Elle pourrait avoir des conséquences plus graves. Monsieur, suggérez-vous que j'aurais dû rester silencieuse, demanda-t-elle. Je suggère que parfois, une mission plus vaste exige des sacrifices personnels. Il existe ici une dynamique politique qui va au-delà d'un incident. Adrienne sentait le poids de l'institution peser sur elle. Il s'agissait d'hommes avec qui elle avait servi, des hommes qui avaient loué son leadership et son dévouement. Maintenant, il lui demandait d'accepter en silence l'injustice au nom de la stabilité politique. Généraux, avec tout le respect que je vous dois, dit Adrienne d'une voix ferme mais féroce, j'ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution. Ce document garantit une protection égale devant la loi. Si l'armée ne défend pas ce principe lorsqu'il est mis à l'épreuve, alors que défendons-nous? La réunion s'est terminée sans résolution. Adrienne est partie en sachant que sa carrière ne tenait plus qu'à un fil. Des rumeurs circulaient déjà, son nom avait été placé sur une liste d'examen de conduite. Cette manière polie de l'armée de signaler qu'une personne était tombée en disgrâce à Washington. Le secrétaire à la Défense, Robert Walsh, subissait des pressions venues des 2 bords du spectre politique. Les élus républicains exigeaient qu'il réprime l'activisme politique au sein de l'armée. De leur côté, les démocrates réclamaient une enquête approfondie sur le racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Walsh, homme politique chevronné ayant servi sous des présidents républicains et démocrates, s'était fait un nom en évitant les pièges partisans. L'affaire Blake menaçait de faire exploser cet équilibre. Monsieur, nous recevons des appels de sénateurs de l'autre camp, a rapporté son chef de cabinet lors du point de presse matinal. Le sénateur Patterson veut savoir pourquoi nous n'avons pas sanctionné le général Blake pour ses déclarations incendiaires. La sénatrice Williams veut savoir pourquoi nous ne faisons pas plus pour la soutenir. Ils gardent leur distance pour l'instant, a ajouté l'assistant. Mais l'équipe présidentielle suit la situation de près. Elle s'inquiète de l'image qu'elle donne à l'approche des élections. Walsh se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant le fleuve Potomac, pesant silencieusement ses options. Adrienne Blake était l'un des officiers les plus décorés de l'armée. Son palmarès était impeccable. Son leadership était incontesté. Mais la politique, c'est la politique, et parfois, de bonnes personnes se laissent prendre au piège. Prenez rendez-vous avec le général Blake, dit-il enfin. Je veux entendre sa version des faits. Directement. De retour à Ashwood, la chef de la police Barbara Stroud était occupée à gérer les retombées. Elle avait convoqué une réunion d'urgence à huis clos avec ses officiers les plus proches, dont Mitchum. L'attention médiatique est intense, a-t-elle déclaré à l'équipe réunie, d'une voix sèche et mesurée. Nous devons présenter un front uni. Ce n'est pas une question de race. Il s'agit de respecter les forces de l'ordre et de faire respecter l'état de droit. L'officier Davis leva la main avec hésitation, se déplaçant mal à l'aise sur son siège. Chef, certaines preuves qui ont été publiées suggèrent que l'arrestation n'était peut-être pas entièrement justifiée. Les yeux de Stroud se rétrécirent, son regard se fixant sur Davis comme un faucon repérant une faiblesse. Remettez-vous en question le jugement de vos collègues officiers, Davis? Non, madame, répondit-il rapidement, mal à l'aise. Mais les enregistrements, les messages. Mitchum l'interrompit brusquement. L'audio peut être trafiqué. Les comptes de réseaux sociaux peuvent être piratés. Nous ne laisserons pas une chasse aux sorcières médiatiques dicter notre façon de faire notre travail. Stroud hocha la tête en signe d'accord. Ray a raison. Nous avons suivi la procédure. Si le général Blake veut que tout cela soit une question de race, c'est son choix. Mais nous ne nous laisserons pas forcer à admettre des méfaits qui n'ont jamais eu lieu. Elle a exposé leur stratégie officielle, nier tout, mettre en doute l'authenticité des preuves et présenter toute la controverse comme une attaque extérieure ou une attaque contre les forces de l'ordre local par des agitateurs qui ne comprenaient pas leur communauté. Autour de la table, plusieurs officiers s'agitaient sur leurs chaises, visiblement perturbés. Mais personne ne parlait. Ensuite,
Stroud a donné son dernier avertissement. Si quelqu'un ici envisage de coopérer avec des enquêteurs extérieurs, dit-elle d'une voix glaciale, il ferait mieux de se rappeler à qui appartient sa loyauté. Nous protégeons les nôtres. Le message était sans équivoque, la trahison aurait des conséquences. Tandis que Stroud redoublait d'efforts pour assurer sa défense, à des kilomètres de là, à Atlanta, un autre type de dossier était en cours de constitution, un dossier qui menaçait de tout défaire. L'avocat des droits civiques Jeremy Cole se tenait dans son cabinet, entouré de son équipe, lors d'une séance de stratégie nocturne. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, a-t-il déclaré fermement en posant un épais dossier de documents sur la table de conférence. Nous observons une tendance. Une défaillance systémique. J'ai découvert 17 cas distincts au cours des 5 dernières années seulement, où des plaintes contre des policiers à Ashwood ont été discrètement rejetées ou enterrées. La plupart des victimes étaient des citoyens noirs. Et dans plusieurs de ces rapports, un nom revient sans cesse, celui de l'agent Mitchum.